Ne goûtez surtout jamais à la vraie cuisine française ou alors assumez les conséquences. Parce qu'une fois qu'un étranger a posé le pied en France, qu'il a mangé dans une boulangerie de quartier à 7 heures du matin, qu'il a goûté un vrai bouillon dans une brasserie ancienne, qu'il a cassé la croûte dorée d'une baguette encore tiède. Beaucoup ne rentrent plus jamais chez eux de la même façon. Ils repartent physiquement, oui. Leur avion décolle, leur passeport est tamponné, leur valise est rangée dans le coffre d'un taxi. Mais leur palais, lui, reste quelque part entre une terrasse parisienne, un marché provençal, une fromagerie lyonnaise et une petite table bancale au fond d'un bistrot de village. Ce malaise ne surgit pas brutalement. Il arrive en silence. Il s'installe dans la première bouchée d'un repas banal, une semaine après le retour. Vous êtes dans votre café habituel, dans votre ville, dans votre pays. Vous commandez une soupe, un sandwich, une pâtisserie que vous aimiez depuis des années. Vous portez la cuillère à votre bouche, et soudain, vous vous figez. Quelque chose manque. La chaleur est là, le sel est là, le sucre est là, mais l'âme a disparu. Même la cuisine de votre mère, celle que vous pensiez intouchable, semble tout à coup un peu plate, un peu lourde, un peu trop directe. Et c'est à ce moment précis que la France vous rattrape. Aujourd'hui, partout dans le monde, des voyageurs racontent la même chose avec une sincérité presque embarrassante. Un jeune Américain, de retour à Boston après 3 semaines entre Paris, Dijon et Lyon, est allé dans un restaurant qui annonçait fièrement sur sa carte « Authentique French Onion Soup ». Il a commandé avec espoir. Il a plongé sa cuillère dans le bol, a goûté le bouillon, puis il a reposé sa cuillère. Sur les réseaux sociaux, il a écrit une phrase qui a fait réagir des milliers de personnes. Ce n'était pas mauvais. C'était pire. C'était vide. Il expliquait que la soupe à l'oignon qu'il avait dégustée à Paris, dans une petite brasserie près de République, n'était pas seulement salée, chaude et couverte de fromage. Elle avait une profondeur. Le pain absorbait le bouillon sans s'effondrer. Le fromage gratiné n'écrasait pas l'oignon, il l'accompagnait. Chaque cuillerée semblait raconter une histoire de patience, de feu doux, de beurre, de fond brun, de temps. De retour chez lui, tout semblait imité, mais rien ne respirait. Une Canadienne, Clara Henderson, a raconté son choc devant son petit déjeuner après un séjour en Normandie. Chez elle, elle avait toujours aimé ses tartines grillées, son café long et ses œufs brouillés. Mais après avoir connu le beurre d'Isigny, le pain au levain d'une boulangerie de Bayeux, la confiture de Mirabelle servie dans un pot sans étiquette, elle disait ne plus pouvoir manger son petit déjeuner sans penser à ce qu'elle avait perdu. Ce n'est pas que mon pays cuisine mal, disait-elle. C'est que la France m'a appris que même le matin, même dans la simplicité, il peut y avoir une forme de respect. Et c'est exactement là que commence le scandale. Car les étrangers ne parlent pas seulement des grands restaurants, des chefs étoilés, des menus dégustation à 300 € ou des assiettes qui ressemblent à des œuvres d'art. Non. Ce qui les hante, ce sont les choses ordinaires. Un jambon beurre acheté à la gare. Un croissant pris debout au comptoir. Une quiche tiède dans une boulangerie de quartier. Un poulet rôti du dimanche acheté au marché. Une assiette de lentilles, une salade de chèvre chaud, une tranche de pâté de campagne avec des cornichons. Voilà ce qui les poursuit. Un Australien nommé Jacques Miller, qui avait traversé la France en train, racontait que le plus grand choc de son retour n'a pas été l'absence de monuments, ni la nostalgie des paysages, mais la nourriture disponible au quotidien. Dans son pays, il est entré dans une supérette. Les rayons débordaient de snacks, de boissons sucrées, de plats préparés colorés. Pourtant, il n'y trouvait rien qui ait la même évidence qu'un sandwich de boulangerie française. En France, disait-il, même un sandwich à 4 € peut avoir du pain qui craque, du beurre qui sent la crème, du jambon qui a une vraie texture. Chez moi, tout semblait conçu pour remplir, pas pour nourrir. En Grande-Bretagne, un homme qui avait passé 15 jours en Bretagne a commandé un thé et une part de gâteau dans son salon de thé habituel. Il a décrit la pâtisserie comme une brique de sucre poli. Il comparait malgré lui avec un Queen Yaman goûté à Douarnenez, une crêpe au beurre salé mangée à Saint-Malo, une tarte aux pommes simple mais parfaitement équilibrée. En France, disait-il, le sucre n'est pas toujours là pour dominer. Il peut être une lumière, une note finale, un écho. Chez lui, après son retour, il ne sentait plus que le poids. Cette sensation a pris un nom sur certains forums de voyageurs. Le SIAF, le syndrome d'insatisfaction alimentaire post-France. Le terme a commencé comme une blague. Des touristes américains, allemands, coréens, brésiliens et néerlandais l'utilisaient pour raconter leur incapacité à retrouver du plaisir dans leur repas du quotidien après un voyage en France. Mais derrière l'humour se cache une vraie question. Qu'est-ce que la cuisine française fait au corps et à l'esprit pour dérégler ainsi les habitudes? La réponse dérange, parce qu'elle oblige à reconnaître quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. En France, le goût n'est pas seulement une affaire de recettes. C'est une structure sociale. C'est une discipline collective. C'est un rapport au temps, à la saison, aux produits, à la table, à la conversation, aux gestes. Même lorsque les Français se plaignent de la baisse de qualité, de la vie chère, des boulangeries industrielles, du service parfois froid ou de la disparition de certains savoir-faire, il reste dans le pays une exigence de base qui surprend les visiteurs. On peut critiquer la France autant qu'on veut,
et les Français sont souvent les premiers à le faire, mais le niveau moyen du goût dans la vie quotidienne demeure incroyablement élevé. À mon avis, c'est là que beaucoup de débats deviennent hypocrites. On entend souvent, la cuisine française, c'est surfait. Mais ceux qui disent cela comparent souvent des clichés. Un restaurant touristique médiocre contre une image idéalisée de leur propre cuisine nationale. La vraie comparaison n'est pas là. La vraie question, c'est, que mange un habitant ordinaire un mardi midi? Que trouve-t-on dans une boulangerie de quartier? Comment traite-t-on une tomate au marché? Comment prépare-t-on un bouillon? Comment respecte-t-on le fromage, le pain, le vin, le beurre, les herbes, l'acidité, la cuisson? Et c'est là que la France frappe fort. Dans de nombreux pays, le goût est souvent construit par l'intensité. Plus de sucre, plus de sel, plus de sauce, plus de gras, plus de volume. En France, dans le meilleur des cas, le goût est construit par l'équilibre. Une sauce ne doit pas seulement être puissante, elle doit lier. Un pain ne doit pas seulement être croustillant, il doit avoir une mie vivante. Un fromage ne doit pas seulement sentir fort, il doit avoir une évolution en bouche. Une pâtisserie ne doit pas seulement être sucrée, elle doit jouer avec le beurre, l'air, la crème, le fruit, la texture, la température. Prenons le pot-au-feu. Sur le papier, c'est presque banal. De la viande, des légumes, de l'eau, du sel, du thon. Pourtant, lorsqu'il est bien fait, ce plat devient une leçon de civilisation. Le bouillon prend la douceur de la carotte, la force du poireau, la profondeur de la viande, le parfum du clou de girofle, parfois la discrétion d'un os à moelle. Rien n'hurle. Tout se répond. Un étranger habitué aux sauces épaisses ou au goût violemment assaisonné peut trouver cela simple au début. Puis, à la troisième cuillerée, il comprend. La France ne cherche pas toujours à impressionner immédiatement. Elle s'installe. Elle gagne par persistance. Regardez aussi la blanquette de veau. Si elle est ratée, elle devient lourde, blanche, triste. Mais si elle est réussie, c'est une architecture. Le veau reste tendre, la sauce nappe sans étouffer, le citron réveille, la crème arrondie, le riz reçoit le tout sans voler la vedette. C'est un plat qui semble maternel, presque modeste, mais qui exige une précision terrible. La cuisine française a cette particularité. Elle fait passer des techniques complexes pour des évidences familiales. C'est peut-être ce qui rend les étrangers fous lorsqu'ils rentrent chez eux. Ils tentent de refaire le plat, ils suivent la recette, mais il manque la main, le produit, le feu, le silence autour de la casserole. Le même phénomène se produit avec le pain. Beaucoup de pays vendent du pain. Mais le pain français, lorsqu'il est bon, n'est pas seulement un accompagnement. Il est un événement quotidien. La baguette qui chante lorsqu'on la presse légèrement, la croûte qui éclate, la mie qui garde une légère humidité, l'odeur du levain, le goût subtil de fermentation. Tout cela transforme une chose ordinaire en repère intime. Une Américaine installée quelques mois à Toulouse disait qu'elle avait compris la France non pas au musée, mais le jour où elle a vu des gens faire la queue devant une boulangerie un dimanche matin, sans impatience, comme si ce rituel était aussi important que la messe d'autrefois. Et soyons honnêtes, cette obsession peut sembler excessive. Les Français peuvent débattre 20 minutes de la cuisson d'une baguette, de la vraie recette du gratin dauphinois, de l'endroit où l'on trouve le meilleur beurre, de la différence entre une galette correcte et une galette honteuse. Et de l'extérieur, cela peut sembler arrogant. Mais cette exigence, parfois fatigante, est aussi ce qui protège le goût. Un pays qui se dispute sur le pain est un pays qui n'a pas encore totalement abandonné son palais à l'industrie. C'est pour cela que le syndrome d'insatisfaction alimentaire post-France touche surtout les repas les plus simples. Un étranger peut oublier un menu gastronomique parce qu'il le classe dans la catégorie du luxe exceptionnel. Mais il ne comprend pas comment une salade de tomates dans un village du sud-ouest peut avoir plus de goût qu'un plat compliqué dans son pays. Il ne comprend pas comment une assiette de fromage peut être à la fois rustique, violente, élégante et mémorable. Il ne comprend pas comment un café moyen à Paris peut être critiquable, mais accompagné d'un croissant tellement bien feuilleté que toute la matinée en est transformée. Une étudiante japonaise, rebaptisée ici Éco Laurent pour ce nouveau récit, avait étudié un semestre à Bordeaux. À son retour, elle a raconté qu'elle n'arrivait plus à manger les desserts très sucrés de certaines chaînes qu'elle aimait auparavant. « Je ne suis pas devenue snob, disait-elle. Je suis devenue attentive. » En France, elle avait découvert le cannelé, croustillant dehors, presque crémeux dedans, parfumé au rhum et à la vanille sans devenir écœurant. Elle avait découvert que le sucre pouvait être retenu, contrôlé, mis au service d'une texture. Après cela, beaucoup de desserts industriels lui semblaient parler trop fort. Ce mot revient souvent, trop fort, trop sucré, trop salé, trop gras, trop parfumé artificiellement, trop rapide, trop évident. Après la France, certains palais étrangers deviennent comme des oreilles qui auraient appris à entendre les instruments séparément dans un orchestre. Avant, ils entendaient seulement le volume. Après, ils entendent les nuances. La cuisine française, dans ses meilleurs moments, ne donne pas seulement du plaisir. Elle éduque la perception. Et c'est là que le retour devient cruel. Bien sûr, tout n'est pas parfait en France. Il serait ridicule de transformer le pays en paradis culinaire sans défaut.
Il existe des restaurants médiocres, des boulangeries qui vendent du surgelé, des cafés trop chers, des brasseries pour touristes, des pâtisseries plus jolies que bonnes. Il existe aussi une certaine arrogance française qui agace, un culte du c'était mieux avant, une tendance à mépriser trop vite les autres cuisines. Mais malgré ces défauts, le visiteur étranger rencontre souvent une chose rare, l'idée que la nourriture mérite du temps, même dans la vie ordinaire. Cette idée se voit au marché. Dans beaucoup de pays, faire les courses est une opération logistique. En France, cela peut devenir une conversation. Le maraîcher vous dit que les abricots seront meilleurs demain. Le fromager vous demande si vous voulez quelque chose de doux ou de plus affirmé. Le boucher vous conseille une cuisson. Le poissonnier vous explique pourquoi cette sole est plus chère. Ces interactions ne sont pas seulement commerciales. Elles transmettent une culture du choix. Elles disent, le produit n'est pas neutre. Il a une saison, une origine, une humeur, une manière d'être préparé. C'est précisément ce que beaucoup d'étrangers ne retrouvent pas chez eux. De retour dans des supermarchés immenses, éclairés comme des entrepôts, où tout est disponible toute l'année mais où presque rien ne semble vraiment vivant, ils ressentent une forme de deuil. En France, une fraise peut être attendue. Une asperge peut marquer le printemps. Une huître peut évoquer l'hiver. Une galette des rois peut ouvrir janvier. Une bûche peut faire entrer Noël dans la bouche. Le calendrier lui-même devient comestible. Dans ce sens, la cuisine française ne se limite pas au goût. Elle organise le temps. Elle donne des repères. Elle crée des souvenirs collectifs. Un étranger qui découvre cela peut être bouleversé, parce qu'il réalise que manger n'est pas seulement consommer des calories. C'est habiter une culture. C'est appartenir, même temporairement, à une manière de vivre. Le secret scientifique de cette impression se trouve aussi dans les bases du goût. La cuisine française traditionnelle travaille énormément les fonds, les réductions, les fermentations, les maturations, les réactions de cuisson. Un fond de veau, un bouillon de volaille, une sauce bordelaise, une soupe de poisson, une pâte au levain, un fromage affiné, un vin, un vinaigre, une moutarde, tout cela développe des molécules aromatiques, de l'umami, de l'acidité, de la rondeur, de la longueur. Le plaisir ne vient pas seulement de l'ajout de graisse ou de sucre, mais de la transformation patiente des ingrédients. Regardez le bœuf bourguignon. La viande ne devient pas émouvante parce qu'on l'a simplement plongée dans du vin. Elle le devient parce que le vin, le temps, les aromates, les sucs, les oignons, les champignons et la cuisson lente finissent par créer une profondeur impossible à obtenir dans la précipitation. C'est une cuisine qui ne pardonne pas l'impatience. Et dans un monde obsédé par la vitesse, cette lenteur ressemble presque à un acte de résistance. La ratatouille, elle aussi, est souvent mal comprise. Certains la réduisent à des légumes mélangés. Mais une vraie ratatouille respecte la personnalité de chaque légume. L'aubergine ne cuit pas comme la courgette. Le poivron ne parle pas comme la tomate. L'huile d'olive n'est pas un bain, c'est un fil conducteur. Les herbes ne masquent pas, elles soulignent. Là encore, l'apparente simplicité cache une exigence. Et c'est cette exigence que le palais retient. Les étrangers qui reviennent de France racontent parfois des réactions physiques. Certains disent se sentir plus lourds en reprenant une alimentation très industrielle. D'autres se plaignent d'une soif plus forte après des repas très salés, d'une fatigue après des desserts trop sucrés, d'une impression de monotonie après des plats standardisés. Il ne s'agit pas d'une maladie, évidemment. Le SIAF n'est pas un diagnostic médical. C'est une métaphore, mais une métaphore parlante. Le corps s'était habitué à une autre forme de satisfaction, moins immédiate, plus structurée, plus liée au produit. Et cette transformation ne condamne pas les cuisines d'origine. Au contraire, c'est là que le phénomène devient intéressant. Beaucoup de voyageurs, après une période de frustration, se mettent à revoir leur propre culture culinaire avec un regard neuf. Un boulanger mexicain, après un séjour à Lyon et à Paris, a diminué le sucre de certaines de ses recettes pour mieux faire ressortir le maïs, la cannelle, le cacao. Une cuisinière américaine a commencé à préparer ses soupes avec de vrais bouillons au lieu de cubes industriels. Un chef coréen a expliqué qu'après avoir goûté des sauces françaises, il avait mieux compris comment équilibrer la fermentation du doenjang avec des notes plus rondes. Une mère de famille allemande a redécouvert la choucroute non pas comme un simple accompagnement lourd, mais comme un produit vivant, acide, complexe, capable de dialoguer avec la viande au lieu de seulement la soutenir. C'est peut-être cela, la vraie force de la France. Elle ne remplace pas nécessairement les autres cuisines, elle les oblige à se regarder dans un miroir. Elle pose une question brutale. Est-ce que vous cuisinez vraiment, ou est-ce que vous assemblez? Est-ce que vous respectez le produit, ou est-ce que vous le couvrez? Est-ce que vous cherchez la satiété, ou la mémoire? Et attention, cette question vaut aussi pour les Français eux-mêmes. Car le plus ironique, dans cette histoire, c'est que beaucoup de Français ne voient plus ce qu'ils ont sous les yeux. Ils se plaignent, parfois à juste titre, de la baisse de qualité. Ils disent que les tomates n'ont plus de goût, que le pain est moins bon, que les restaurants coûtent trop cher, que les jeunes ne cuisinent plus. Mais pendant ce temps, des étrangers repartent bouleversés par un simple éclair au café, une assiette de charcuterie, un morceau de comté, une soupe de légumes dans une maison d'hôte. Ce contraste devrait nous réveiller.
Quand des visiteurs traversent la moitié du monde et pleurent presque devant de tarte tatin, peut-être que nous devrions arrêter de considérer notre patrimoine comme acquis. La cuisine française est difficile à reproduire à l'étranger pour une raison simple. Elle ne dépend pas seulement des recettes. Elle dépend d'un écosystème. Le beurre n'a pas le même goût selon le lait. La farine ne réagit pas pareil selon le blé et l'humidité. L'eau change la pâte à pain. Le fromage dépend de l'animal, de l'herbe, de la cave, du temps. Le vin dépend du sol, du climat, de l'année, de la main du vigneron. Même le jambon beurre, qui semble être le sandwich le plus simple du monde, devient impossible à copier parfaitement si le pain est mou, si le beurre est neutre, si le jambon est humide et sans parfum. Un restaurateur français installé à New York l'a résumé de manière cruelle. On peut importer le chef, la recette et la vaisselle. Mais on ne peut pas importer la rue, la boulangerie d'à côté, le marché du samedi, la conversation avec le fromager, l'odeur d'une cave à vin, ni la façon dont les clients français savent immédiatement quand quelque chose sonne faux. Cette phrase explique tout. La cuisine française est surveillée par son propre public. Un plat trop cuit, une sauce déséquilibrée, un pain médiocre, un dessert trop sucré. Les Français le remarquent. Ils râlent, oui. Mais ce râlement est aussi une forme de contrôle qualité nationale. La concurrence joue également un rôle énorme. En France, surtout dans les villes et les régions touristiques, un restaurant qui ne respecte pas un minimum de qualité peut être très vite puni par les avis, par le bouche à oreille, par l'indifférence. Une boulangerie médiocre peut survivre grâce à son emplacement, mais elle sera comparée chaque matin à celle d'à côté. Une pâtisserie trop industrielle sera dénoncée. Un bistrot qui trahit les classiques sera discuté. Cette pression permanente forme les artisans, les commerçants, les cuisiniers. Elle les oblige à ne pas se reposer totalement. La France a aussi cette étrange capacité à démocratiser une partie du bon goût. Bien sûr, les inégalités existent. Tout le monde ne peut pas manger dans les mêmes restaurants ni acheter les mêmes produits. Mais l'idée qu'un plaisir culinaire digne puisse se trouver dans un objet simple reste profondément ancrée. Une baguette, un croissant, un café en terrasse, un morceau de fromage, une crêpe, un bol de soupe, une part de flan, ce ne sont pas seulement des produits. Ce sont des petites cérémonies accessibles. Et pour beaucoup d'étrangers, cette accessibilité du plaisir est un choc. Dans les régions, cette richesse devient encore plus vertigineuse. Dire la cuisine française est presque une simplification abusive. La Bretagne parle beurre salé, sarrasin, cidre, crêpes et fruits de mer. L'Alsace répond choucroute, flammekueche, riesling, kouglof. La Provence apporte l'huile d'olive, l'ail, le basilic, les tomates, la bouillabaisse, la tapenade. Le Sud-Ouest impose le canard, le cassoulet, les haricots, l'armagnac, les marchés généreux. La Bourgogne murmure vin rouge, escargot, bœuf mijoté, moutarde, œufs en meurette. La Normandie offre la crème, le beurre, les pommes, le camembert, le calvados. Lyon revendique ses bouchons, ses quenelles, ses saucissons, sa cervelle de canut. Et à chaque étape, le voyageur croit avoir trouvé la vérité, avant que la région suivante ne lui prouve qu'il existe une autre vérité. C'est cela qui rend la France dangereuse pour le palais étranger. Elle ne donne pas une réponse unique. Elle donne une succession de révélations. Un voyageur peut croire que le sommet est un croissant parisien, puis découvrir une galette bretonne. Il peut croire que le fromage se résume au brie, puis tomber sur un roquefort, un Saint-Nectaire, un comté affiné, un chèvre cendré. Il peut croire qu'il connaît les desserts après une crème brûlée, puis goûter un Paris-Brest, une tarte au citron, un millefeuille, un baba au rhum. Chaque région corrige la précédente sans l'effacer. Chaque goût ajoute une pièce à un puzzle impossible à terminer. Et c'est pourquoi beaucoup reviennent. Pas seulement pour revoir la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire ou les plages de la Côte d'Azur. Ils reviennent pour vérifier une sensation. Pour retrouver ce café où le serveur semblait désagréable mais où le croissant était inoubliable. Pour revoir la vieille dame du marché qui choisissait les pêches à leur place. Pour manger à nouveau une soupe de poisson dans un port. Pour entendre le bruit du couteau sur la croûte du pain. Pour sentir le beurre fondre dans une crêpe. Pour reprendre contact avec une version plus attentive d'eux-mêmes. La nourriture française ne remplit pas seulement l'estomac. Dans ses meilleurs moments, elle redonne de l'épaisseur au quotidien. Elle rappelle qu'un repas n'est pas une pause entre deux obligations, mais un événement minuscule qui mérite d'être vécu. Elle transforme le banal en rituel. Elle dit que la vie n'est pas seulement efficacité, vitesse, productivité et emballage plastique. Elle dit qu'il faut s'asseoir, couper, sentir, goûter, parler, attendre, comparer, se souvenir. Voilà pourquoi le retour est si difficile pour certains étrangers. Ce n'est pas seulement la baguette qui leur manque. C'est le monde qui l'entoure. Ce n'est pas seulement le fromage. C'est le geste du fromager qui demande « Vous le voulez plutôt jeune ou bien affiné ?» Ce n'est pas seulement le vin. C'est la manière dont quelqu'un explique qu'il ira mieux avec ce plat, à cette température, dans ce verre. Ce n'est pas seulement la soupe. C'est la pluie dehors, la buée sur la vitre, le serveur qui passe sans sourire, la table trop proche de celle du voisin,
et pourtant cette impression étrange d'être exactement au bon endroit. Alors, ne goûtez jamais à la vraie cuisine française si vous voulez continuer à manger sans poser question. Ne goûtez pas ce pain qui vous rendra méfiant envers tous les pains trop mous. Ne goûtez pas ce beurre qui fera paraître fade tant de matière grasse. Ne goûtez pas ce fromage qui transformera les produits standardisés en souvenirs sans relief. Ne goûtez pas ces sauces, ces bouillons, ces pâtisseries, ces marchés, ces repas interminables, si vous tenez absolument à votre ancienne tranquillité. Mais si vous acceptez le risque, alors la France peut vous offrir quelque chose de plus grand qu'un bon repas. Elle peut vous apprendre à regarder la nourriture autrement. Elle peut vous rappeler que le goût n'est pas une décoration, mais une mémoire. Elle peut vous montrer que l'exigence n'est pas toujours de l'arrogance, qu'elle peut être une forme de respect. Respect du produit, du travail, de la saison, du client, de la table, du temps. Et pour nous, Français, le message est encore plus fort. Si des étrangers rentrent chez eux bouleversés par ce que nous appelons parfois juste un repas, alors nous avons une responsabilité. Ne laissons pas disparaître ce niveau d'attention. Ne remplaçons pas tout par du rapide, du standard, du rentable, du sans âme. Ne méprisons pas nos artisans, nos marchés, nos recettes régionales, nos gestes transmis. La France n'est pas grande seulement parce qu'elle a des monuments, des écrivains, des peintres ou des révolutions. Elle est grande aussi parce qu'à une table ordinaire, dans une ville ordinaire, un jour ordinaire, elle peut encore faire vivre à quelqu'un une expérience qu'il n'oubliera jamais. C'est peut-être cela, le vrai pouvoir français. Non pas éblouir une fois avec du luxe, mais changer silencieusement le standard du bonheur quotidien. Une bouchée après l'autre. Un morceau de pain après l'autre. Une sauce, un fromage, une soupe, une pâtisserie, un marché, une conversation après l'autre. Et lorsque l'étranger rentre chez lui, lorsqu'il goûte un plat qu'il aimait autrefois et qu'il ressent soudain ce vide étrange, il comprend enfin ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas son pays qui a changé. Ce n'est même pas seulement son palais. C'est la France qui a déplacé la barre. Et une fois que cette barre est montée, il devient très difficile de faire semblant de ne pas s'en souvenir.